Bonjour à tous les amis, c'est Loïc et bienvenue dans le carré de Noël. Bon, vous connaissez l'histoire, la petite cloche, c'est important la petite cloche, sinon vous ne serez pas prévenu de toutes les vidéos. Et puis on se retrouve sur mes réseaux sociaux, passez de bonnes fêtes. Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission dans le carré. On reconnaît la qualité des émissions à la qualité des invités. Et là, c'est du 5 étoiles. C'est du 5 étoiles, les amis. On parle business, on parle stacking, on parle du monde de l'entreprise. Et pour ça, on a besoin de gens de grande qualité. À tous seigneurs, tout honneur, anciens joueurs professionnels, vainqueurs de la triple couronne française. Ça, c'est beau. Il n'y a que lui qui l'a fait. Aujourd'hui, entrepreneur à succès, c'est Monsieur Pedro Canali. Salut mon Pedro. Salut mon Lolo, salut tout le monde. Les amis, vous le connaissez aussi. Il a résolu le stacking. Et c'est le seul. C'est le grand patron de la team où tout le monde veut aller. La team Netser, c'est Monsieur Bapor. Salut tout le monde, salut Loïc. Et enfin les amis, un nouvel invité de prestige. Je vous laisserai aller voir son CV fort impressionnant. Mais à 14 ans, il avait déjà son entreprise. À 18 ans, il était déjà millionnaire. Bref, il a fait ça beaucoup plus rapidement que tout le monde. Il est passionné du poker, sa parole est hyper intéressante. Je suis très content qu'il nous rejoigne dans nos émissions. C'est Monsieur Armand. Merci beaucoup. Juste revenir sur un petit truc. Le million, Dis-moi. c'était pas à 18 ans. C'est ce qui s'est mis dans une vidéo en miniature. Mais Ah, c'était juste d'affaires à 18 ans. Mais bon, ça exclut pas que... t'as pas fait le million à 18 ans. Écoute, merci Armand d'être venu. Et Mais oui, bah merci pour l'invitation. ben non, écoute les amis, je suis très content de vous recevoir. Armand, t'es beaucoup joueur, t'es juste un peu joueur, Moi, je suis récréatif, hein. mais tu joues Après, beaucoup. ça dépend des périodes. Quand je dois beaucoup travailler, je joue moins. Là, ça fait vraiment un moment que j'ai très peu joué. L'année dernière, j'ai beaucoup joué Mais bon, mon beaucoup joué, c'est pas le beaucoup joué de certains pros que je connais qui jouent vraiment, quoi. Bon, l'avantage, c'est que vous êtes donc tous les trois, même nous sommes tous les quatre, et joueurs et entrepreneurs à différents niveaux. Même Pedro a été pro, même d'ailleurs Baporte a été pro aussi, pendant 2 ans, 3 ans. Oui, 2 ans. 2 ans. Deux Les ans. amis, aujourd'hui, on s'intéresse au business du poker et je vais tout de suite démarrer par la première question, le premier sujet du jour. Le joueur de poker est-il un entrepreneur comme un autre? On fait souvent le comparatif, j'en ai d'ailleurs parlé dernièrement avec une émission qui s'appelait Poker Crusher, où on parlait de ça. Le joueur de poker est-il un entrepreneur comme un autre? Armand, t'es le petit nouveau, c'est toi qui te fais bisuter en premier? Allez, go. Bah, en soi, moi, oui, je pense que le joueur de poker est un entrepreneur comme un autre pour tout un tas de raisons qui sont corrélées entre les deux métiers, j'ai envie de dire. Mais quand on prend en compte la variance, le profiling, les value bets, je sais pas, les lines, il y a plein de façons, et pour moi, plein de choses que j'ai vues dans le poker, que je vois dans l'entrepreneuriat, qui me font... La gestion de bankroll, peut-être le plus important que j'ai carrément oublié, qui me font dire que oui, un joueur de poker est un entrepreneur. Et comme dans l'entrepreneuriat, bah, s'il gère mal certains aspects de son jeu ou même de sa vie dans la macro, bah, il peut prendre un mur. Et ok, il a le droit d'avoir de la chance de temps en temps, mais sinon, globalement, si c'est mal géré, il va prendre un mur. Et je trouve que c'est pareil en entrepreneuriat. Si tu gères mal ta trésorerie, si tu te value cut en quelque sorte parfois dans certains investissements ou autres, il y a plein de termes qui peuvent être répliqués et qui, moi, m'ont fait aimer ce jeu après avoir aimé entreprendre. Ok. Pedro, Moi, ça a coupé pendant la question, donc il va falloir que tu la est-ce que répètes. Lolo. le joueur de poker est-il un entrepreneur comme un autre, mon Pedro? Oui, il y a des similitudes, mais non, parce qu'il y a quand même des énormes différences et pas tous les bons entrepreneurs sont des bons joueurs de poker. On l'a déjà vu dans le passé plusieurs fois. Et puis, pas tous les bons joueurs de poker deviennent de bons entrepreneurs. Donc, effectivement, tu pars avec un avantage, je pense, quand tu as fait des années de poker. Surtout ce que vient d'expliquer Armand, effectivement, il y a des similitudes fortes. Par contre, il y a aussi un énorme défaut. Tu pars aussi avec un handicap quand tu te lances dans l'entrepreneuriat en tant que joueur de poker. C'est que tu as des habitudes qui sont pas toujours très saines. Des fois, tu passes des jours et des nuits avec des horaires qui sont pas très compatibles avec avoir une équipe et faire des daily meetings
à un slip sur ton canapé, à clic, clic, clic sur un écran, c'est pas toujours facile de passer dans le monde réel de l'entreprise derrière. Certains joueurs qui étaient un peu moins médiatiques que d'autres n'ont pas forcément les codes et les habitudes de la vie en entreprise. Ça dépend ce que tu fais comme activité après, parce que tu peux monter une startup produit ou tu peux faire comme moi du B2B et donc avoir besoin d'un relationnel client avec tous les codes de l'entreprise, puisque nous, on travaille avec des grands groupes du CAC 40 et des grandes entreprises françaises. Donc, c'est encore des autres de nouveaux codes. Donc voilà, il y a des avantages et des inconvénients. Il y a un mindset similaire, je crois. Quand on cherche un peu la perfection, on cherche à trouver ses leaks et les corriger. C'est un super mindset pour n'importe quoi dans la vie, le sport, le poker ou l'entrepreneuriat. Mais il y a aussi des désavantages. Voilà, il y a les deux. Bapor. Eh bah, pour moi, un joueur de poker est un entrepreneur. C'est un entrepreneur qui a choisi comme spécialité le poker. Et bah, le défaut de la majorité des joueurs de poker, c'est qu'ils rejoignent, enfin, ils souhaitent faire du poker, mais sans ayant un mindset d'entrepreneur. Donc, ils y partent pour la liberté. Donc, ils veulent tout de suite. Ils veulent vivre une vie sans aucune contrainte. Et bah, quand on est entrepreneur, en fait, on sait que de base, en fait, c'est tout l'inverse qui va se produire. On va devoir bosser, on va devoir ne pas compter ses heures. On sait qu'on va être peu profitable au début. Et le joueur de poker, il a un mindset totalement inverse. Et si un joueur de poker partait en sachant qu'il est entrepreneur, ses probabilités d'échec seraient bien moindres, puisqu'en fait, il mettrait en place des actions où il serait là à se structurer. Déjà, pour reprendre les horaires, bah, le joueur de poker, il a le choix. S'il veut vraiment se calibrer des horaires très précises, bah, il va éviter de jouer en MTT, il va plutôt choisir du cash game où bah, il peut choisir son créneau qui est extrêmement fixe. D'ailleurs, même pour le MTT, hein, il peut très bien se spécialiser à jouer 2 jours. Donc, en fait, il peut caler des habitudes en fonction de ses objectifs. Et bah, pour cela, bah, faut qu'il se crée un plan comme un entrepreneur. Armand, toi qui as... Tu côtoies pas mal de joueurs de poker, j'ai vu des interviews autour de toi. Ils viennent chercher conseil auprès de toi sur comment un peu gérer leur vie, tout ça. C'est intéressant comme question. Et en vrai, non, ils viennent pas spécialement chercher conseil. Mais j'ai l'impression que au cours de nos discussions et de nos échanges, j'arrive à en apprendre d'eux et eux de moi. Et ouais, c'est plus du partage, étant donné que, en fait, je suis d'accord avec le fait qu'un joueur de poker est un entrepreneur, et à la fois, je suis aussi carrément d'accord avec la définition de Pedro qui nous disait que pas spécialement. Maintenant, il y a des oui, il y a des non, et il y a tellement de choses qui se rejoignent aussi qu'on peut avoir parfois discussions où on est d'accord et pas d'accord sur tellement d'aspects. Parce que moi, en fait, je suis venu dans l'entrepreneuriat pour aller dans le poker, et je pense que Pedro, c'est carrément l'inverse, et du coup, c'est pour ça aussi qu'il voit tous les leaks qu'un joueur de poker a en devenant entrepreneur. Et quand j'y pense, c'est vrai que là, mes amis qui sont aujourd'hui joueurs de poker, bah, le jour où ils vont devoir faire le passage pour devenir entrepreneur, ça va être peut-être beaucoup plus difficile dans ce sens que pour moi, ça l'a été dans l'autre. Et pour répondre à ta question, on s'en parle et je pense que ça nous aide mutuellement, mais c'est pas explicite. Il me demande pas conseil vraiment, non. Quand tu dis, toi, t'es parti de l'entrepreneuriat pour aller dans le poker, tu veux dire, t'as d'abord été un entrepreneur et ensuite t'es devenu quelqu'un qui a aimé le poker. Ouais, moi j'ai commencé le poker vraiment au hasard et en fait je suis tombé dans le jeu parce que j'ai trouvé des similitudes avec mon quotidien et que je me suis un peu dit, ok, quand je lance un MTT, c'est comme si je lance une boîte, sauf que c'est sur 3 jours et avec beaucoup de choses en moins. Mais, euh, mais c'est sûr que je pense que c'est beaucoup plus sain, à mon avis, si on parle juste de façon de le vivre, etc., dans ce sens-là, qu'à l'inverse. Et c'est aussi beaucoup plus simple d'être entrepreneur et d'aller jouer au poker que de jouer au poker et après de devenir entrepreneur. Je pense que, et parce que aussi, bah, enfin, un joueur de poker qui a envie de devenir entrepreneur, il va avoir besoin d'apprendre beaucoup plus de choses que l'inverse. Et d'avoir des skills, des soft skills et des hard skills qui sont beaucoup plus importants que dans le poker, où en vrai, si tu es excellent sur quelques aspects, tu peux crush. En entrepreneuriat, c'est quand même un peu plus complet. Pedro, toi qui as fait le chemin inverse, qu'est-ce qui t'a servi l'un dans l'autre? Bah, tout ce qui est un peu énuméré rarement tout à l'heure, hein, c'est très vrai. La gestion de bankroll, ça ressemble beaucoup à la trésorerie, aux besoins d'investissement. Dans une boîte, tu as un pôle marketing, tu as les recrutements, tu as beaucoup de pôles de coûts, l'aide administrative, le conseiller juridique, financier. Tu as des tonnes d'investissements à choisir et lesquels tu dois prioriser parce que tu n'as jamais assez d'argent pour tout faire. Tu dois estimer plus ou moins ton retour sur investissement. C'est beaucoup plus dur d'ailleurs en entrepreneuriat qu'au poker
de dire, tiens, si je lance quelqu'un qui va m'aider à faire du personal branding, est-ce que je vais toucher les retours sur investissement dans 1 mois, 3 mois, 6 mois et quel ROI je peux espérer? C'est extrêmement difficile tout ça. Les choix stratégiques, avoir l'habitude de la pression pour les gros enjeux, les gros montants. Donc, il y a beaucoup de similitudes. Dans les différences, il y a pour moi un truc qui est fondamental, c'est le relationnel. Un truc que beaucoup d'entrepreneurs, je pense, sous-estiment, l'importance de la culture dans une entreprise, le management bienveillant, la façon dont on va motiver les équipes, se motiver soi-même pour donner le meilleur tous les jours. Et ça, je pense que c'est un skill que le poker ne t'apprend pas et qu'il faut apprendre par ailleurs quand on veut passer le pas. Voilà. Après, il y a toute la liste continue et encore très très longue des différences et des similitudes, mais globalement, euh, je redis ce que je disais tout à l'heure, hein, il y a des gros désavantages d'avoir été joueur de poker pro avant et des gros avantages. Bapor, toi, vu que tu recrutes constamment des nouveaux joueurs, ça veut dire que constamment tu recrutes des mini-entrepreneurs? Moi, en tout cas, je les amène à penser de cette façon-là, parce que leur vision, elle est souvent, enfin, elle est trop court-termiste, ils veulent tout de suite. Et en fait, moi, quand ils viennent chez moi, en fait, je leur propose un plan de carrière structuré pour savoir où est-ce qu'ils veulent réellement aller et quel est le chemin qu'ils ont à accomplir et les skills qu'ils doivent développer par rapport à ça. Et d'ailleurs, je rajouterais qu'au poker, donc par rapport à l'entrepreneuriat, il y a une différence, c'est que en fait, le joueur de poker, c'est l'entrepreneur, mais c'est aussi le performeur. Donc en fait, son succès ne dépend vraiment que de lui et uniquement de lui. C'est lui qui va devoir se débrouiller à se trouver un coach, à savoir quel logiciel il va devoir utiliser. C'est lui qui va être sur les tables et qui va devoir garder un haut niveau de concentration parce que c'est pas quelque chose qu'on peut faire à 80%, hein. Si on fait ça à 80%, on est en autopilote et forcément, bah, on va louper tous les spots d'agressivité puis on va perdre. Donc c'est ça. Enfin, pour moi, c'est ce que je leur apprends en fait quand ils viennent ici. Voilà, ce sont des entrepreneurs avec, ils ont une gestion de carrière et ça permet aussi de préparer l'après, de là où ils veulent aller. Tous les trois de votre expérience, est-ce qu'il y a une récurrence que vous avez vue des joueurs vis-à-vis de leur carrière? Une erreur ou un avantage qu'ils ont constamment? Armand, je te vois. La Ouais, ouais, question. ouais. Moi, j'ai envie de dire, après, bon, c'est aussi parce que j'aime beaucoup ça et donc je suis un peu biaisé, mais la macro-gestion, donc l'alimentation, le sommeil, le sport, etc., j'ai l'impression que bah, ça tourne beaucoup dans le poker, c'est-à-dire que c'est une notion dont les gens ont conscience et tout le monde est plus ou moins au courant que c'est important. J'ai l'impression qu'il y en a qui s'inventent un peu une vie en se disant, bon, je vais au sauna avant ma séance, donc c'est cool, enfin avant ma session, pardon, donc je vais faire une bonne session, alors qu'en vrai, non, la macro-gestion, c'est carrément bah, différent de juste je fais un peu des pompes et ça va le faire. Et pour moi, c'est avoir un plan au global, avoir un plan avant les sessions, après les sessions, réussir par exemple bah, au poker à se mettre après chaque session une note de concentration, une note de chance, je sais pas, une note de niveau de jeu. Ensuite, à manger correctement pour avoir bah, maximisé ses prises de décision, peut-être, je sais pas, prendre des compléments alimentaires, faire du sport, etc. Et j'ai l'impression que, alors après, je suis pas joueur pro et je l'ai jamais été, et bon, j'en côtoie quelques-uns et ils sont pas tous excellents en macro, mais que si tout le monde faisait vraiment des gros efforts là-dessus, il progresserait de manière fulgurante et il pourrait aller atteindre des limites beaucoup plus hautes. Comme en entrepreneuriat, bah moi je vois des potes à moi entrepreneurs qui qui réussissent pas à aller, je pense, beaucoup plus loin, pas parce qu'ils en sont pas capables, mais parce que bah, ils ont des mauvais niveaux de sommeil, etc. Et qu'à un moment donné, bah, ça pêche trop, en fait. Et je pense que c'est quelque chose dont tout le monde est à peu près conscient, mais qui est pas suffisamment bien C'est intégré, mais euh, c'est pas appliqué, quoi. ouais, en fait, c'est ça. Et je pense que les gens ne se rendent carrément pas compte de l'impact long terme cumulé d'avoir une bonne macro dans leur vie, hein, overall, et dans leur niveau de jeu quand on parle du poker, et dans leur qualité de prise de décision quand on parle d'entrepreneur. Ok. Ah, c'est hyper intéressant, je pense, que dit Armand là, parce que en gros, les gens ils voient le poker comme un sprint et pas comme un marathon, alors qu'en fait, comme la chance de toute façon, elle est très la même pour tout le monde sur le long terme, mais sur le court terme, il y a énormément de variance. Tu ne peux que regarder la carrière d'un joueur de poker, ou en tout cas, ton plan ne peut être que long terme, comme disait Bapor tout à l'heure. Et toute la macro dont on parle Armand, c'est vraiment quelque chose dont tu n'as pas de reward instantané. Si tu médites le matin, il va rien se passer de différent dans tes sessions les 2, 3, 4, 10, 5 premières semaines, 20 premières semaines. Et les bénéfices vont commencer à arriver plus tard, exactement comme une qualité de sommeil, une bonne gestion du stress et une bonne alimentation. Et comme il n'y a pas d'instant reward,
c'est hyper difficile à tenir sur le long terme. Sauf que le poker, comme l'entrepreneuriat, c'est qu'une question de long terme. Sur le court terme, ça va rien changer. Tu peux boire deux, trois Red Bull comme Armand. Là, tu passeras une très bonne journée aujourd'hui, demain aussi, et tu seras au maximum de tes capacités. Sauf que sur 5 ans, le temps de succès vraiment d'une grosse boîte, ça va pas marcher le Red Bull, ça va pas marcher le mal dormir. Donc, c'est hyper important. Moi, il y a un autre sujet que ça me rappelle, comme les récurrences, tu appelais ça tout à l'heure, Loïc, c'est l'échange pair à pair. Ça, c'est vraiment une similitude qu'il y a chez les bons joueurs de poker et chez les bons entrepreneurs. L'écosystème, l'échange, la discussion, le partage. Je sais que les tout meilleurs joueurs du monde que j'ai eu la chance de côtoyer, ils ont tous un point commun pour dépasser un peu leur niveau max de talent brut. C'est d'avoir discuté avec des joueurs plus forts, des joueurs moins forts, des joueurs de leur niveau et échanger, parler, discuter. Parce qu'en gros, pour bien jouer au poker, c'est comme pour l'entrepreneuriat, plein de skills différents dont tu as besoin. Et naturellement, tu n'en as que certains. Et il va t'en manquer d'autres. Et c'est en discutant avec les autres que tu vas t'en rendre compte. Tu vas trouver tes leaks, tu vas trouver des choses que tu peux faire mieux, que tu peux améliorer. Et tu vas partager des choses que tu fais naturellement qui t'ont l'air toutes bêtes mais qu'en fait la personne en face connaissait pas. Et tous ces joueurs de poker, les grands joueurs de poker, Isaac Paxton, Justin Bonomo, Noah Boken, tous ces joueurs-là de l'époque, qui avaient dépassé leur niveau max de talent brut, le niveau exceptionnel, ils ont passé un step par-dessus les autres. C'était vraiment, je crois, en tout cas, quand on leur demande, c'est ce qu'ils disent, c'est l'échange, la discussion. À Magic, à très haut niveau, c'était pareil. Et dans l'entrepreneuriat, c'est un peu la même chose. Si vous faites tout dans votre coin tout seul, parce que vous êtes doué et que vous avez trouvé votre marché, vous cartonnez et que vous vous entourez pas bien et que vous discutez pas avec d'autres gens qui ont d'autres boîtes qui font des choses très différentes de vous, mais qui sont aussi entrepreneurs, vous allez atteindre votre niveau max de talent brut. Vous n'allez jamais le dépasser. Vous allez juste être capé par vos capacités de solopreneur ou d'entrepreneur aussi talentueux que vous soyez. Je pense que pour passer un cap, c'est hyper important d'échanger, de parler, d'aller boire des coups le soir avec d'autres entrepreneurs et ça va tout changer parce que il va dire un truc tout con de compta, de finance auquel tu n'avais pas pensé, que son comptable est au courant et pas le tien. Il va dire un truc tout bête sur le management parce que tu vas parler qu'il y a un gars qui est relou avec toi et il va te donner une petite clé de lecture pour modifier parce que c'est un des talents naturels qu'il a avec toi, t'as pas et vice-versa. Et ça va bouillir comme ça va vraiment créer, je pense, une plus-value gigantesque. Donc, j'ai envie de dire, quelle que soit votre activité, entrepreneuriat poker ou n'importe quoi d'autre, échanger avec des gens plus forts, moins forts que vous, du même niveau que vous, il y a tout à y gagner. C'est beau. Bapor pour conclure sur ce sujet. Bah, en fait, je suis totalement d'accord. Et en fait, c'est d'où le centre de notre serre, en fait. D'où le centre de notre serre. Ça a été fait et spécialement pour ça, que les joueurs puissent se rencontrer, échanger, staff, qu'on puisse les mettre dans des conditions où ils vont avoir plus de facilité à pouvoir créer des routines, à pouvoir s'entraîner, que ce soit au poker ou que ce soit au sport. Bon, c'est moi qui leur fais les coachings en sport. C'est vraiment pour qu'ils soient dans la performance et pour qu'ils puissent vraiment se cadrer des habitudes extrêmement strictes et derrière pouvoir développer quelque chose sur le long terme. Ils ont vraiment ce gros défaut de vouloir le reward tout de suite et de pas avoir la patience d'attendre les résultats. C'est-à-dire que ça peut être que ce soit au sport ou que ce soit dans une routine, ils laissent pas le temps d'avoir les bénéfices de ce qui est en place. Donc, il y a souvent des abandons en cours de route parce que le résultat, il n'est pas instantané. Et si on veut dire des défauts du joueur de poker, je trouve qu'il manque de patience, de vision et de BRM. Par contre, au point de vue des avantages, des skills naturels qu'ils ont, je trouve qu'ils sont très audacieux. Parce qu'il faut quand même décider de partir jouer au poker quand la tendance de pop te dit de ne pas le faire, de quitter un pays, etc. Donc, je les trouve quand même assez audacieux. Et je trouve quand même qu'ils sont naturellement plus sociables que la moyenne. Et naturellement, le joueur de poker, la première chose qu'il veut faire, c'est des colocs, il veut s'entourer, etc. Donc, c'est compris, c'est conscientisé, mais ils ont du mal à mettre en application. C'est pour ça C'est qu'on a mis rigolo parce que vous parlez on a mis ce centre. tous les trois de trois petites choses un peu différentes, mais qui finalement se corrèlent à la fin sur Ouais. cette idée de ils ont compris, mais ils sont pas forcément dans l'application complète, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Et moi, pour la partie coloc, etc., j'aimerais rajouter un truc que j'avais d'ailleurs précédemment dit dans l'interview avec Julien, mais j'ai l'impression que les joueurs de poker, il y a aussi quelque chose. Bon, après, là, je vais faire une grosse généralité, hein, mais oui, ils sont pas mal entre eux, même quand ils font leur coloc, etc., c'est vraiment entre eux. Et moi, je vois en tant que récréatif sur les tables, parfois, je me sens pas, entre guillemets, inclus. Et je me dis, c'est dommage parce qu'en fait, le fait de parler avec les récréatifs,
bah, si les récréatifs ils sont capables d'aller jouer, je sais pas, un main event à 5K ou 10K ou peu importe, bah, ils ont peut-être réussi autre chose dans la vie. Et en Bien fait, ils sûr. pourraient aussi apprendre de ces gens-là. Et moi, parfois, je suis assez, enfin, j'ai été pas mal choqué quand quand je joue des tournois tout simplement, ou peu importe, des parties de cash game, de voir des règles, des top règles ou peu importe, des joueurs très forts qui te calculent pas et qui sont juste là pour te piller, entre guillemets. Et je me dis, bah, en vrai, si tu y arrives, grand bien de face, mais d'un autre côté, si juste on parlait 5 minutes, peut-être qu'on se trouverait trop cool l'un l'autre et que j'aurais plein de trucs à t'apprendre et toi aussi, et ça lui permettrait d'ouvrir sa vision beaucoup plus largement que celle de juste la table de poker et ses ranges, etc. Et ouais, je trouve ça dommage parce que moi, je les trouve quand même relativement fermés, bah, sauf pour ceux avec qui moi je suis, enfin ceux dont je suis proche, où je trouve qu'ils sont différents des autres par rapport à ça. Mais à mon avis, c'est un gros leak dans le poker de rester cloîtré dans son environnement et pas comprendre qu'autour, il y a un monde énorme et qu'en fait, tu peux en apprendre plein de choses à plein de niveaux différents. D'ailleurs, je rajoute un truc là-dessus, c'est que le joueur de poker, de manière générale, a tendance à juger une personne à sa capacité à jouer aux cartes. Ouais. Donc en fait, voilà. Donc Oui, en fait, ce qui est c'est quand est-ce que même. lui il est bon au poker, donc Alors, il peut t'as me donner des raison. conseils en immobilier. T'as raison, ce qui est une énorme connerie d'ailleurs, ce Oui, oui. truc-là. Ça, Oui, oui. c'est. Ça, C'est pour c'est. ça il respecte pas à table les gens. Ah, c'est un énorme fiche. Alors que ça se trouve, le mec, il est multimillionnaire, il a tout croché, et puis il le regarde de haut, il le respecte pas. Il m'a fait un call de fiche. Ah, putain, il doit vraiment être bête, alors qu'en face, l'autre, il lui donne pas l'heure, quoi. Hmm. Ok les amis, sujet suivant, toujours dans ce côté entrepreneur, investissement. L'entrepreneur est quelqu'un qui investit. Il investit sur lui-même, il investit sur les autres, il investit sur son entreprise. Eh bien, on investit aussi sur les joueurs. Ça s'appelle le stacking, évidemment, tout le monde connaît, oui. Mais le stacking a eu ses problèmes, ses moments de faiblesse, ses tricheries, ses vols, et parfois ses réussites. Le stacking, finalement, est-il toujours voué à l'échec? Et pour ça, il faut demander à Docteur Bapor, celui qui a résolu le stacking. Alors Bapor, le stacking est-il toujours un échec? Putain, je pourrais en faire un livre tellement j'ai de choses à dire là-dessus. Alors, il y a le stacking, c'est grandement voué à l'échec. Ça marche dans des conditions vraiment très, très spécifiques, très dures à mettre en place. Parce que bah, déjà, bah, la variable la numéro un, c'est pas vraiment le scam. En fait, c'est les joueurs qui ne respectent pas les deals qui sont engagés. C'est-à-dire que dans le stacking, tu fais un deal, tu dis on part sur 2 ans, on parle dans telles conditions. Mais en fait, comme le joueur il est très court-termiste, au bout de 6 mois, il a changé d'avis, il veut plus suivre son contrat, et puis bah, ça casse complètement le projet. Et en fait, vu que tu calcules ton EV par rapport à un projet qui va d'un point A à un point B, quand le projet il s'arrête en cours de route pour plein de raisons, dont le scam par exemple, en fait, bah, si tu rajoutes cette EV-là, en fait, tu te fais détruire. Donc, la raison pour laquelle le stacking ne marche pas, c'est que, un, ils ne prennent pas des joueurs de confiance. Et ils sont très, très peu nombreux. Donc, des gens qui sont capables de vraiment de tenir les engagements et d'avoir les reins solides, parce qu'on peut tenir ses engagements, mais on peut avoir un BRM éclaté et être contraint de devoir arrêter des deals. Les deals qui sont faits sont très, très, très en faveur des joueurs. Donc, en fait, le stacker se fait toujours défoncer alors qu'il n'en a pas conscience, puisqu'en général, les stackers, c'est soit des anciens joueurs, donc ils pensent que c'est l'Eldorado, mais ils n'ont pas fait les coups et ils se font défoncer. Et en plus, ils communiquent pas qu'ils se sont fait défoncer, donc ça, c'est pas. Ou soit ce sont des gens qui sont passionnés. Et en fait, ils s'en foutent d'avoir un retour sur investissement positif. Donc, en fait, ils veulent kiffer, en fait. Donc ça fait que il y a un deal qui est très 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 en faveur du joueur. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui veut s'insérer là-dedans, il va proposer des choses qui lui, il estime que c'est faire pour tout le monde, il va être V+, mais les joueurs en face ont tellement de possibilités de stacking avec des deals qui sont extrêmement à l'avantage, en fait, que bah, celui qui veut créer un projet, il doit créer quelque chose qui est vraiment au-delà d'un stacking. Il doit apporter une plus-value qui justifie que le joueur puisse le rejoindre. En résumé. Ok. Armand, toi, le stacking, c'est quelque chose que tu fais pour des joueurs, pour toi-même? C'est quelque chose qui te Non, parle? bon, pour moi-même, non, et j'ai pas le niveau ni la prétention de demander à des gens de me stacker. Maintenant, oui, oui, moi je stack bah, un joueur notamment, disons deux, mais oui, un joueur notamment. Et moi, je suis d'accord avec Vapor sur la partie confiance. En fait, à partir du moment où tu as confiance en la personne et où tu sais que
bah, il y aura pas toute la partie scam, etc. Déjà, ça enlève pas mal de choses. Je suis aussi d'accord avec le fait que quand tu es stacker, bah, tu es aussi là pour vibrer et t'es pas là pour avoir du ROI comme tu aimerais l'avoir dans l'immobilier ou peu importe, parce que bah, tu es quand même conscient, et je l'espère que tous les stackers le sont, bah, des risques qu'ils prennent et du fait que c'est ultra variancé de le faire sur un seul joueur et notamment de le faire sur du live, puisque moi, le joueur que je stack, c'est en live. Dernière chose, pour moi, en fait, le stacking, c'est un peu l'équivalent des investissements en startup. Alors attention, hein, j'y vais y mettre des énormes guillemets, parce que c'est quand même bien différent sur de nombreux points. Mais en fait, tu es quand même là à mettre une bille dans un tournoi, par exemple, qui a 90% d'échecs et qui peut-être de temps en temps va ITM et à très très faible fréquence Va va faire te une rapporter licorne. voilà, un fois 10, un fois 15, un fois 30 sur ton investissement. Et du coup, bah, exactement pareil que des investissements en startup, bah, pour limiter la variance, il faut maximiser le nombre d'échantillons, le nombre de fois où tu vas le faire. Donc, bah, pour stacker, il faut du volume pour être rentable et espérer avoir. Donc, il faut du volume, pas de scam, etc. Je ne sais pas vraiment comment ça se passe bah, dans le poker pour les stables qui stack, etc. Moi, je suis un peu loin de ça. Mais moi, le joueur que je stack, je sais que j'en suis super content. C'est Mehdi Chaoui, comme ça, je peux le dire, il n'y a pas de grands secrets par rapport à ça. Eh ben Mais j'en suis bravo, super. tu lui as pas porté chance, hein, Armand. Mais quoi? Non, mais bon, après ça, ce qui s'est passé là, c'est carrément indépendant. Mais en gros, moi, je suis super content de le stacker. Je vibre avec sur les tournois. J'ai eu parfois des moments top, hein. Je l'avais stacké quand il a gagné le 5K Six Max un peu turbo là, de la fin de Ouais. l'EPT Monte Carlo. Donc, bah, j'étais super content. Voilà, il y a des moments où ça se passe plus ou moins bien. C'est aussi pour lui une possibilité d'aller jouer plus cher quand il va jouer des 25K, etc. Et bah, l'objectif du stacker, c'est d'avoir tout le temps le même pourcentage, enfin, pardon, le même montant qui est investi dans chaque tournoi. Parce que si tu stacks une fois à 3K dans le tournoi et après une autre fois à 500, bah, à la fin, c'est exactement comme la gestion d'un BRM. Mais il faut aussi être conscient que oui, c'est un investissement startup. Et peut-être qu'une fois, tu vas stacker un joueur sur le main et tu vas mettre un k dans 10K et qui va rapporter 10 millions et que tu vas prendre 1 million et que ce sera magnifique. Mais ça, c'est comme la fois où tu as investi dans Facebook 50 000 euros au moment où Peter Thiel l'a fait, quand Mark Zuckerberg y débutait. Donc moi, je le vois vraiment comme ça. Et je pense qu'en le voyant de cette façon-là, bah, ça change pas mal de trucs. Maintenant, si tu fais ça pour gagner de l'argent, bah, bonne chance, quoi. Vaut mieux faire de l'immobilier, à mon avis. Bah Porsche, je te Et, voyais. et là, oui, mais là, je précise, oui, là, parce que là, c'est du MTT, parce qu'il y a encore le stacking de cash game, Ouais, qui est mais le stacking différent. carrière, c'est pareil. Moi, j'ai un ami qui a une team. C'est Alexis, il a la team RTS, où en gros, lui, il fait du CFP, donc coaching for profit. Donc, c'est pas vraiment du stacking, mais il y a aussi des histoires où il faut, enfin, entre guillemets, il faut pas qu'ils se fassent scam, etc. Mais en fait, quand tu as la confiance de tes joueurs, que tu es confiant aussi dans ce que tu leur délivres et que tu les vois tenir sur le long terme, etc. Parce qu'à la fin, le CFP, c'est une forme de stacking. Au lieu de payer en euros, tu payes en temps, entre guillemets. Et après, vous me dites hein, si vous voulez débattre par-dessus. Mais moi, je le vois faire ça avec ses joueurs et ça se passe super bien. Mais aussi parce que lui, il le fait correctement. Et je pense que c'est l'erreur, elle vient pas des joueurs qui veulent mettre des douilles, etc. Je pense qu'elle vient des stackers qui font n'importe quoi. Parce qu'en fait, des arnaques et des problèmes, il y en a de partout et dans toute forme d'investissement. Et même en startup, il y a plein de gens qui font des exit scams, enfin, qui prennent tout l'argent et qui arrivent à le dépenser à gauche pour récupérer l'argent en perso, etc. Des problèmes, il y en a partout. Maintenant, pour moi, c'est l'investisseur qui prend ses responsabilités. Et s'il les prend mal, c'est de sa faute à lui. La différence que je faisais avec le cash game, c'est en fait le MTT, effectivement, c'est des top 5% scénarios qu'il faut viser. Donc c'est pour ça que l'exemple que tu citais, ça citait que le MTT, parce que le cash game, en fait, il y a pas de variance en cash game. Donc en fait, en cash game, la plus grande problématique, c'est le scam, parce qu'il y a les contrôles des flux entrées et sorties, en fait, sont très très difficiles. Et autant on a vu des équipes se créer des stackings en MTT, autant en cash game, j'en vois pas en fait. Live. Ça, il y a trop, trop, trop de scams. Oui, Mais oui, j'ai je une comprends. équipe, mais j'ai une équipe, moi, elle marche, donc ça va. Non, mais c'est vrai, j'étais complètement remis dans la réponse, la partie cash game, où c'est certain que c'est plus variancé du tout à ce niveau-là. Pedro, t'as pas entendu encore sur le sujet. Moi, j'ai un avis très différent parce que mon expérience personnelle, elle est très différente. J'ai swappé des pourcentages avec des joueurs pros et j'ai euh, été stacké avant de trouver un sponsor et après j'ai stacké moi à plein de joueurs et j'ai eu jamais de problème. Enfin, une fois, il y a eu un désaccord. On a appelé un conseil des sages. On a pris deux arbitres chacun et un qu'on a choisi en commun. Ils étaient cinq. Ils se sont mis d'accord. Ils ont tranché et on a payé ce qu'ils ont dit. C'est le seul problème sur les dizaines de fois où on a swappé ou stacké. J'ai jamais eu d'autres problèmes. À chaque fois, c'était simple. Et je crois que la raison par rapport à ce qu'on citait Armand et Vapor, c'est que c'était tout le temps des one shot.
Donc avant de trouver un contrat, j'ai David Vikitaï, Tristan Clémençon, Nicolas Lévy, tout ça qui m'ont stacké un tournoi. Ça s'est bien passé. Ils ont eu un bon retour sur investissement. Ils m'ont stacké le suivant. Ça s'est bien passé. Ils ont eu un bon retour sur investissement. J'ai trouvé un sponsor et j'ai plus besoin de faire du stacking. Et ensuite, c'est moi qui ai commencé à stacker des joueurs. Et à chaque fois, c'était sur des tournois one shot. Des Eric Proly, des copains de Magic qui étaient très bons au poker. Des gars comme ça à droite à gauche. Des joueurs débutants, on va dire pas encore connus, mais qui avaient un gros potentiel et des gros gains en ligne, qui voulaient jouer plus cher en live, que j'ai aidé. À chaque fois, c'était des one-shots. T'as perdu, je me soutiens et je perds mon investissement. T'as gagné et je vais au cashir avec toi et je récupère mon argent à ce moment-là. Hyper simple, hyper facile, jamais de problème, jamais d'embrouille. Les seules embrouilles que j'ai connues, entendues ou vécues, c'était à chaque fois quand il y avait quelqu'un qui swap avec une autre personne alors qu'il était stacké. Est-ce que le surplus qu'il va gagner grâce au swap ou la part qu'il perd en plus du swap rentre dans la part de stacking? Tout ça, c'est que des quiproquos bêtes et voilà. La plupart des gens, et c'est peut-être dû au fait que je ne traînais qu'avec des gens sains et sympas et, euh, et équilibrés dans le monde du poker et que j'étais pas trop avec les dégènes. Je sais pas si c'est pour ça. Mais en tout cas, j'ai pas du tout vécu la même chose que ce qui a été décrit précédemment par les deux autres invités. Je me rends compte que j'ai plus de chance et que c'est très cool. Mais voilà, globalement, quand tu es bien entouré, que tu connais bien les personnes et que tu fais du one shot, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de danger. Si par contre tu fais des deals sur 2 ans, évidemment en 2 ans il va se passer des milliards de trucs. Des gens broquent, des gens tombent en dépression, des gens arrêtent le poker. Et je comprends que ça amène plein de problèmes que j'ai jamais constatés. En Armand, soi, j'avais eu la. Enfin, pardon, hein, mais j'ai presque eu la même réponse que toi. Enfin, moi, je suis super content du stacking que j'ai fait, enfin, des deux que je fais. C'est juste que Ouais, je dis, en fait, des gens de confiance, ouais. voilà, en fait, je comprends qu'il puisse y avoir des dérives, mais maintenant, quand tu fais ça dans un cercle sain, il y en a pas. Enfin, moi, il y en a jamais eu et je suis super content. après, j'ai Bah, l'impression que la différence, par exemple, entre vous deux et ce dont parle Baport, c'est que Baport, tu me dis si je dis une connerie, j'ai l'impression que Baport, toi, tu l'as industrialisé un peu. C'est-à-dire que toi, Armand, tu vas le faire avec. Bon, tu parlais avec Mehdi, donc mais presque dans un feeling d'amitié, presque quoi, en plus du fait que ce soit un bon joueur. ouais, mais c'est comme, en fait, il y a ça, mais c'est de la même manière que si lui, il me disait, est-ce que je peux acheter 5% de ta boîte? Bah, bon, je suis pas du tout vendeur, mais ok, je lui mets un prix et puis il a le droit d'acheter pour espérer avoir un ROI, mais pour moi, c'est comme acheter des parts d'une entreprise, en fait, à la Ouais, fin ouais, de c'est ça. ça. Oui, mais il y a une notion de plaisir. Il n'y a pas une notion de tu vas stacker 30 joueurs en te disant c'est bon, Ah oui! Ah oui, c'est- oui, oui. Non, non, mais moi, enfin, c'est vraiment un investissement alternatif. C'est ma plus petite ligne d'investissement de tout mon Excel et c'est vraiment pour m'amuser. Maintenant, oui, et je le ferai pas avec des joueurs que je connais pas, etc. Maintenant, je sais pas, j'ai un ami qui est allé jouer la Yovi Rals Game à un moment un peu cher. Je lui ai pris, je crois, 40%. Bah, je sais que c'est un shot et que moi, je vais juste m'amuser. Et puis voilà, bah, il s'avère que il a perdu, j'ai perdu aussi. C'est OK. Enfin, genre, c'était pas, mais c'était c'est pas, c'était pas l'Américain qui lui a pris 600 000, quoi. non, non, non. C'est pas lui. Non, mais c'est surtout pour dire que oui, genre, il y a une notion de kiff et d'amitié, comme disait Vapor aussi. C'est un peu. Enfin, c'est comme quand je misais sur la France en finale contre l'Argentine. Je fais clairement pas ça pour gagner de l'argent. Je sais que c'est complètement débile. Enfin, je le fais pour kiffer, parfois. Et sur Mehdi, c'est différent parce que c'est sur plus long terme. Donc, à un moment donné, bah, si on considère que le joueur est gagnant, là, on sait qu'il y aura du ROI. Ouais. Porte, je Sans tous dis. les Ouais. investissements en entrepreneuriat, en poker, en tout ça, il faut de toute façon investir, ou même quand tu joues du MTT avec ton propre argent, c'est que de l'argent que tu es prêt à perdre. Forcément, à moins que tu aies un backroll management hyper strict et un plan long terme, comme tu voudrais le faire dans l'immobilier ou quoi, mais tu peux pas prédire les crises, tu peux pas prédire tes résultats dans les 5, 6, 10 prochains tournois. Il faut énormément de volume. Moi, à mon époque, le bankroll management, il fallait 100 fois le buy-in, 101 fois le buy-in pour rentrer un buy-in. Maintenant, j'entends que les nouvelles règles de bankroll management, c'est plutôt 1000. Enfin, c'est devenu complètement débile. Pour jouer un 10K, il faut de l'argent que personne n'a sur Terre. De toute façon, quand tu stacks quelqu'un, à moins de faire ça avec des très très gros volumes à la note serre, ça ne peut être que de l'argent que tu es prêt à perdre, même s'il est investi intelligemment et EV+. Ce que disait Vapor, a priori, c'est que c'est pas le cas du tout maintenant. Les deals sont trop avantageux pour les joueurs, mais imaginons que tu aies trouvé exactement combien vaut un joueur, quel est le ROI, et que tu sois EV+ d'investir. De toute façon, tu n'atteindras jamais un volume suffisant, en tout cas si on parle de live, pour être sûr. Donc, il faut forcément que ce soit de l'argent que tu sois prêt à perdre. Comme quand tu investis dans des startups et que tu n'es pas un VC professionnel, un family office ou un venture capital. Tu n'as pas le choix. Tu es obligé
de, de faire ça avec ton argent en plus, qui te sert pas à manger. Alors, rapport, toi qui es industrialisé, la Alors manière de justement, faire. ouais. Moi, je parle de version industrielle, donc forcément, il y a la notion de plaisir, mais en tout cas, il y a une très grande notion de rentabilité. De Donc pognon. forcément, De pognon, t'es là pour l'argent, on a compris. de pognon. Donc forcément, ce sont des deals qui vont sur la durée, puisque qu'est-ce qui va atténuer la variance? Le volume. Donc le volume, c'est le nombre de joueurs, le nombre d'événements et la durée. Et forcément, plus on est sur la durée, plus il y a une variance qui s'accumule pour l'exécution des contrats des joueurs, et plus forcément il y a des risques de scam enfin, des scams directs. En vrai, c'est assez rare. C'est plutôt le joueur qui se met dans une situation extrêmement pénible et qui dit bah, j'ai pas le choix, je peux pas faire autrement. Donc c'est comme ça que c'était fait. Et par exemple, dans mon cas, il y a une vidéo que j'ai faite là sur YouTube il y a plus très longtemps, il y a 2 mois, où j'annonce les résultats de la team live. C'est pas des petits résultats, hein. C'est sur un échantillon de 2 ans. Il n'y a pas un événement qui est perdant. On a tout rasé. Donc Ouais, de la façon dont c'est fait, c'est extrêmement, enfin c'est très gagnant. Mais faut pouvoir le mettre en place. C'est ouais, mais, extrêmement difficile à mettre en ouais, place. mais là, je partage un truc, alors je me permets juste Ouais. pour relancer, mais toi, tu m'as dit que tu avais eu énormément, justement, même de room, d'autres fonds qui étaient venus te voir pour savoir comment tu faisais. Donc c'est quand même la preuve que ça, ce que disait Pedro, c'est que c'est extrêmement rare. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est toi, tu as le seul fonds qui est positif comme ça plusieurs années d'affilée, Bah, quoi. tu vois, si tu veux que je résume, puisque la base numéro un, c'est la J'ai pas confiance. cité les gens qui sont venus te voir, mais Ouais. je sais, tu me Oui, l'as dit, donc. la base numéro un, c'est la confiance, avoir une relation de confiance avec le joueur qui va durer sur le long terme. Donc, en un, il faut créer la confiance, donc une structure, un suivi pendant un an et demi, et ensuite ils partent en live parce qu'on a suffisamment confiance en eux, et vice-versa, et donc on peut partir sur un projet long terme. Donc, même quand il y a une structure qui vient me voir pour me dire comment tu as fait, bah, y a pas de problème, je peux lui dire, hein, bah, bonne chance pour reproduire par contre, parce que c'est long, ça se construit, c'est pas on veut tout de suite en one shot. Il faut construire l'équipe, il faut construire les relations, il faut construire les personnes, la confiance. Et puis ensuite, allez, est-ce que vous voulez aller plus loin? On y va, on s'engage sur temps et c'est parti, quoi. Bien, les Après, moi, amis. Vas-y. j'ai vécu, pardon, ouais, j'ai Non, vécu non, vas-y. beaucoup plus de scams, d'embrouilles, de malentendus dans l'entrepreneuriat et dans d'autres domaines que dans le poker, quasiment. Et encore une fois, c'est peut-être dû au fait que je traînais moins avec les dégènes et plus avec les sérieux, mais j'ai un ami d'enfance que j'ai embauché dans mon école de salsa avant de commencer le poker. Il a tapé dans la caisse. J'ai des associés qui ont monté une boîte dans mon dos. J'ai des tonnes de trucs qui m'est arrivé, qui étaient des fois des malentendus, des fois des scams, dans plein d'autres domaines qui n'ont absolument rien à voir avec le poker. Donc, je suis pas sûr que ce soit spécifique au poker. Voilà. Je vais juste conclure en D'accord. disant que Ah non, je le confirme que poker est c'est pas un pas du milieu plus tout. malsain Ah non, c'est pas qu'ailleurs. du tout spécifique au poker, hein. Ah non, moi, Et c'est. d'ailleurs, Moi... je l'ai dit tout à l'heure, le scam, c'est pas souvent, hein. Enfin, c'est assez rare. C'est plutôt le Ouais, joueur qui se met dans une situation où il n'y a pas le choix, en fait. j'ai l'impression que vous êtes un peu d'accord tous les trois, et moi je suis 100% d'accord avec vous en disant c'est loin d'être le milieu le plus malsain, etc. Par contre, c'est peut-être un des milieux les plus désorganisés quand ça devient un peu pro et Oui, tout. Ouais, Ouais, je suis exactement. assez Ah, d'accord avec ça. je vous ai oui, vu tous les oui. trois acquiescer, j'ai vu Armand faire un grand oui et tout là. Voilà, Ouais. je suis d'accord avec vous, je pense que c'est un milieu plutôt sain, etc. Mais bon, pour l'organisationnel, on repassera. C'était. Mais justement, l'organisationnel, c'est pas facile à dire. On repassera. Alors, cette troisième question, qui va un peu là-dedans. Qu'est-ce que le monde de l'entreprise peut apporter à l'évolution du poker et du monde du poker? Justement, est-ce que c'est pas un peu de professionnalisme, un peu de structuration là? Qu'est-ce que le monde de l'entreprise peut apporter au monde du poker? Armand, je te sens chaud sur le sujet pour démarrer. Non, mais oui, bah déjà ce que tu as dit, professionnalisme, organisation, sérieux, etc. La macro, hein, comme je disais tout à l'heure, hein, avoir un plan long terme, même avoir une hygiène de vie saine, comme dit, hein, bien dormir, pas boire de Red Bull et tout, voilà, ça arrive de temps en temps, mais il faut quand même être carré sur le long terme. J'ai même envie d'ajouter un truc, alors où ça, vous êtes plus expert que moi, mais j'ai l'impression que c'est un énorme freestyle, la fiscalité. Au Ouais. poker, c'est vraiment un carnage. À récupérer un peu du cash ici, des jetons là-bas, de la crypto par-là. Mais à un moment donné, tu construis pas une carrière et un avenir avec une fiscalité bancale. Il y a... Socialement, j'ai l'impression que les joueurs, ils n'existent pas. Enfin, ils ont pas de... Ils cotisent à rien. Ils se posent... enfin,
il y a même en termes de notion d'investissement annexe au poker sur comment est-ce qu'ils vont réussir à se créer, je sais pas, une retraite, des choses comme ça. Enfin, j'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de trucs qui sont super flous et que l'entreprise, oui, peut apporter au poker, mais que l'entreprise, j'ai envie de dire, peut apporter aussi au reste du monde. Parce que, enfin, peut apporter aussi, moi je bosse beaucoup avec des influenceurs, créateurs de contenu, bah, ça peut aussi leur apporter. Les artistes, les acteurs, toutes les personnes, en fait, toutes les personnes qui sont un peu self-sufficient, j'ai envie de dire, qui vivent d'eux-mêmes. Qu'ils soient créateurs de contenu, joueurs de poker, acteurs, peu importe, même parfois infopreneurs, etc. Tant qu'il n'y a pas une structure pour les cadrer, s'ils ne sont pas capables de se cadrer eux-mêmes, c'est parfois, en fait, ils prennent un mur sans s'en rendre compte et ils le prennent sur du long terme. Et ils vont peut-être le prendre dans 15 ans, mais il va pas être sympa à prendre. Juste pour appuyer ce que tu dis, Armand, bon, ça va pas être un secret. Grâce à toi, tu m'as rendu un fier service pour un futur projet, n'est-ce pas? Bref, j'envoie un mail à quelqu'un qui travaille avec toi, un mail assez cadré. Étant moi-même chef d'entreprise, la personne qui travaille pour toi me dit ah putain, il est vachement bien ce mail parce qu'il est ultra cadré, ultra précis, etc. C'est cool, je vais pouvoir m'appuyer dessus. Et sa réflexion me faisait dire que quand il avait d'autres créateurs de contenu qui devaient lui écrire, ça devait être Oui. vachement plus justement freestyle, désorganisé, et pas prise de conscience de la valeur que j'ai et les chiffres que je dois représenter pour générer de l'intérêt auprès des marques. Donc on est d'accord que tu rencontres aussi ça ailleurs, quoi, ce côté un peu freestyle dès que on Tout va à là-bas. fait, c'est pour ça. Et les joueurs ne sont clairement pas à blâmer là-dessus. C'est pour ça que j'ai essayé de de prendre une généralité plus large. Bah, pour me présenter très rapidement, pour ceux qui ne savent pas, mais en gros, j'ai une agence de publicité. Je travaille beaucoup avec des créateurs de contenu. Et c'est vrai que lorsqu'on voit des créateurs qui sont professionnels, qui nous envoient correctement leurs statistiques, les livrables prêts à être effectués, qui les livrent dans les temps, qui respectent toutes les conditions des marques, etc., bah, c'est des personnes avec lesquelles nous, on est beaucoup plus enclin à continuer de Bien travailler sûr. et à présenter avec nos clients, enfin, à nos clients pour ensuite bah, faire des deals tout simplement, plutôt que des gens qui sont un peu freestyle. Et à mon avis, dans le poker, c'est pareil, sauf que j'ai l'impression que dans le poker, tout le monde est quand même vachement freestyle. Et c'est OK. Oui, Parfois, t'en as qui sont je vois ce très que tu. talentueux. Excuse-moi, je te coupe. Je vois ce que tu veux dire par tout le monde. C'est-à-dire même les industriels qui sont dedans Ouais, sont freestyle. Même les rooms, ça, etc. Oui, Quoi. c'est oui. ça. Mais là, enfin, moi, récemment, j'ai eu un deal dont je t'ai parlé, Loïc, Oui, pour un main event offert à 10K à l'entrée. Et sans citer le client, le deal a été complexe à gérer. Et au final, je me dis, bon, il y a un peu tout qui est flou. Bon, je pense que c'est peut-être propre à l'industrie. Si on prend l'industrie de la crypto, c'est pareil, c'est un peu flou et freestyle de partout. Et je pense que le monde de l'entreprise, ça devient un peu large parce qu'à la fin, les rooms de poker, c'est aussi des entreprises. Mais disons que le monde de l'entreprise traditionnel tel qu'il a existé sur les 40 dernières années, oui, il a à apprendre au milieu du poker, mais aussi à plein d'autres milieux pour pas trop généraliser. Pedro, qu'est-ce que le monde de Moi, je pense l'entreprise que... a à apprendre au monde du poker? Excuse-moi. Pour moi, tout ce qu'a dit Armand était très vrai, évidemment. Je suis complètement d'accord. Je pense aussi que les joueurs de poker auraient beaucoup à gagner à parler à des entrepreneurs, même s'ils sont pas très bons au poker et vice-versa. Les joueurs de poker ont plein de choses à apprendre à certains entrepreneurs, et c'est dommage que ça discute pas assez. Il y a une notion pour moi qui est similaire dans les deux, c'est la notion de plaisir et la notion de liberté. Généralement, plein de gens qui sont mis au poker, professionnellement ou pas, c'était vraiment pour être libre et pour prendre du plaisir et pour kiffer. Et puis un jour, ça devient un métier. Et un jour suivant, un peu plus tard, ça devient une souffrance quasiment parce que l'adrénaline commence à être de moins en moins présente. Il y a des jours de plus en plus durs, il y a des semaines entières où tu peux pas gagner parce que tu as la variance pas de ton côté. Et c'est là où il faut redoubler de recul, de sagesse, de prise de conscience et d'envie et de motivation. Et pendant ma carrière de poker, hein, moi j'étais pro juste pendant 4 ans, donc c'était pas si long que ça. Mais il y a quand même eu des coups de mou et l'énergie, l'envie, le plaisir, les fêtes, les gens, les déplacements, les États-Unis, un peu partout en Europe et tout, ça a toujours retrouvé une espèce de motivation naturellement sans avoir moi-même à devoir me sortir les doigts avec beaucoup de souffrance et de difficultés. L'entrepreneuriat, ça m'a appris ça. Ça m'a appris que des fois, c'est compta aujourd'hui, juridique demain, management après-demain. Et il n'y a pas le plaisir, Las Vegas, la fête et les déplacements et tout le truc qui fait que tu ressors un peu de cette torpeur euh, quand ça se passe mal. Et j'ai dû apprendre à trouver moi-même des motivations intrinsèques et pas extrinsèques qui venaient pas de l'extérieur,
pour me remotiver dans des moments difficiles. T'as les associés, t'as les employés, t'as des relations humaines, t'as plein de choses super cool hein, qui arrivent de l'extérieur et qui peuvent te redonner un coup de mou. Chacun a des motivations très différentes, mais il y a plein de fois où j'ai dû moi-même me sortir de ma déprime, de ma fatigue, de mon coup de mou. Et ça, je pense que les entrepreneurs pourraient être de très bons mentors pour certains joueurs de poker à des moments où c'est difficile, et vice-versa, des joueurs de poker qui pourraient apporter une notion très mathématique et très stratégique à des entrepreneurs, peut-être en manque de temps en temps, euh, un goût du risque, parce qu'on dit les entrepreneurs, c'est une histoire d'aventurier, c'est vrai, mais pas tous. Il y en a qui sont très conservateurs et qui ont des boîtes à la papa et qui sont très contents et qui prennent pas de risques. Et donc, ils vont être capés ou ils vont avancer pas assez vite par rapport au potentiel qu'ils pourraient avoir. Bon, bref, le sujet pourrait être très très long, mais ce que j'essaie de dire, c'est que si chacun pouvait se mentorer un petit peu, je pense qu'il y aurait énormément à y gagner en performance pour les deux. Ok, Bapor. Oh, bah, d'ailleurs, j'aurais aimé au centre faire venir des personnes d'autres disciplines, hein, trading, échecs, entrepreneurs. Mais en fait, Oui, parce que à, toi, à- oui, à- parce que toi, ouais. ce que c'est apparemment, c'est que toi, tu as réussi dans la crypto avant d'être dans le poker. Toi, c'était une vraie réussite dans la crypto, ce qui compte quand même. Ah ouais, et également, enfin, les similitudes trading, poker, enfin, c'est quasiment la même chose. Alors, le trading, c'est un peu plus facile, je trouve, que le poker. Mais enfin, c'est quasiment la même chose avec des skills qui sont, des spécificités qui sont un peu différentes. Mais enfin, j'aurais aimé en fait faire venir plus de performants d'autres disciplines pour qu'ils puissent communiquer entre eux. Parce que forcément, ils vont pas parler de la même chose, ils vont avoir des visions différentes et des fois, ça t'ouvre dans ton arbre de compétences, t'es capé à certains endroits. En fait, ça t'ouvre des nouveaux chemins dans ton arbre d'une façon que tu n'aurais pas pensé, en fait, qui te débloque en fait enfin, des nouveaux talents dans ton arbre. Donc ça, j'aurais aimé. Et pour revenir à la question d'origine, en fait, c'est le professionnalisme, la réponse Hmm. que je pense. Et C'est rigolo parce qu'en fait, vous êtes tous les trois tout le temps d'accord, en fait, bah, avec des détails différents, mais en fait, on revient ouais. à chaque fois aux mêmes notions tous les trois, quoi. Enfin, Ouais, tous les et quatre, même. justement là le détail c'est que oui le joueur de poker il a tendance à partir enfin c'est un peu comme il veut, il cadre pas les trucs mais il faut voir qu'il est dans un Far West hein. Quand on parle la fiscalité c'est extrêmement compliqué dans chaque pays avec les lois qui sont tout le temps changeantes. Tu sais pas réellement ce que tu dois déclarer, tu dois souvent te délocaliser et pour en revenir au système bancaire parce que les joueurs ont Ah un oui. énorme problème de transfert de fonds, un énorme problème, ils doivent justifier les transferts de fonds donc un joueur de poker est censé avoir des comptes euros, des comptes dollars en ligne, en dur, des canaux Telegram, de l'USDT. Enfin, ils sont censés avoir un énorme panel de possibilités différentes pour éviter de se faire bloquer à des endroits, en fait, parce que le milieu n'est pas professionnel. Et donc, est-ce que les gens ne sont pas professionnels parce qu'il n'y a rien c'est pas fait pour être professionnel ou est-ce que ce n'est pas professionnel à cause du joueur de poker? Bah, on ne sait pas, hein, le fou la poule. Mais en tout cas, les entreprises amèneraient du professionnalisme et bah, un milieu qui se structure, qui devient professionnel, bah, derrière, tu commences un peu mieux le légiférer, un peu mieux le cadrer et puis pourquoi pas que ça devienne une discipline, enfin, comme les échecs, quoi, autant respecter, enfin, ça le mérite, quoi. Eh ben, les amis, c'était passionnant. Est-ce que quelqu'un a un dernier mot à rajouter ou est-ce qu'on a conclu là-dessus? Je peux être chaud de Je rajouter veux un. bien rebondir. Non, Allez, vas-y, vas-y. Je, Ah, je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit Bapar. Ça me fait penser qu'effectivement, si on imagine un accompagnement 360 pour les joueurs de poker, je pense qu'il faudrait des modules très spécifiques qui peuvent aujourd'hui poser beaucoup de problèmes parce que par leur absence, notamment quand tu gagnes beaucoup d'argent et que tu es très jeune, j'ai vu beaucoup de gens dériver. Je pense qu'il devrait y avoir un modèle un peu psychologue qui t'accompagne sur comme la Française des Jeux A pour ceux qui gagnent à l'euro million. Hein, c'est un traumatisme. Il y a des gens qui tombent en dépression, ils ont gagné trop d'argent, trop vite, trop d'un coup, pas mérité, etc. Et tout un tas et de la ressorts fin. psychologiques qui entrent en jeu. L'accompagnement sur l'aide fiscale, évidemment, ça serait énorme. Beaucoup de joueurs de Magic ont gagné des sous aux États-Unis. Les États-Unis ont retenu 30%. Il y avait moyen de les récupérer pour payer que 25% en France. Évidemment, personne ne l'a fait. C'est un gros manque à gagner. Aux États-Unis, c'est un peu pareil. Il y a des W, je sais pas quoi, qu'il faut remplir pour pouvoir récupérer une partie des impôts et pas payer deux fois aux États-Unis en France. Euh, donc ça demande un accompagnement, donc juridique, psychologique, et De puis communication. toute la méta De communication même communication, aussi, pour ouais. ceux qui veulent aussi, bien sûr. Et puis surtout ce qui est sport stress, dont on a parlé 10 fois tout à l'heure. Voilà, je me dis que peut-être même notre serve aurait vocation un jour à être plus 360 que ce qu'il n'est déjà, même si j'ai l'impression que c'est hyper complet de vous apporter aux joueurs.
mais le monde de l'entreprise pourrait venir s'insérer et rajouter peut-être des endroits où il y a des trous dans la raquette aujourd'hui. Bah, en tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire, hein, d'être 360. Par exemple, pour les exemples de joueurs qui peuvent avoir un one-time de comment le gérer, parce qu'en fait, derrière, ils sont en FOMO. En fait, ils n'ont pas besoin d'aller jusque-là pour être en FOMO. Un joueur qui fait un mois exceptionnel, il fait, j'en sais rien, d'habitude, il gagne 1000 balles par mois, il fait 3000. Instantanément, il se fait une projection annuelle et pour lui, il vaut 36 000. Instantanément. Il n'y a rien à faire et tout de suite, il veut négocier, tout de suite, il vaut une tonne, tout de suite, il visualise déjà qu'il va gagner une tonne, etc. Alors qu'il a fait un scénario exceptionnel. Et donc, c'est là, en fait, qu'il faut lui expliquer qu'il est en FOMO. Enfin, si on peut dire cette expression-là, et qu'il faut essayer de le faire descendre. Il faut dire, OK, voici pourquoi tu es en FOMO, comment tu peux le reconnaître, tu ne vaux pas réellement ça. Et là, faire comprendre à un joueur qu'il est en FOMO, c'est bien plus dur de dire qu'il est en train de broke, hein. Mais vraiment, c'est extrêmement dur à arrêter. Et puis de la même façon, c'est quand tu es en train de broke, faut t'expliquer pourquoi. Parce que quand le joueur est en train de balancer des sommes indécentes, au contraire, là, il fait pas une conversion annuelle, il fait la conversion la plus petite possible pour te dire ce n'était qu'un shot. Voilà. Tous les biais cognitifs classiques. Ouais. Armand, pour conclure. Moi, j'étais chaud de rajouter une dernière chose que j'ai trouvé assez intéressante. Alors après, je sais pas si je dis ça pour me voiler la face ou pas, mais je pense vraiment pas. Bon, moi, je suis un joueur encore perdant en poker. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai commencé le jeu, vu que j'avais déjà eu une réussite professionnelle et que j'avais déjà de l'argent, j'ai direct joué les 250 euros online parce que j'avais l'impression que c'était genre le field normal. Donc, j'ai fait n'importe quoi et j'ai beaucoup perdu. Là, ça fait un an que je suis à peu près break-even, mais en soi, du début à cette année, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup down. Et en fait, j'ai l'impression que tout cet argent que j'ai down dans le poker, ça m'a tellement appris, parce que au fur et à mesure, j'ai essayé d'apprendre à me former, etc. J'ai notamment des très bons joueurs qui m'ont aidé, etc. Où en fait, cet argent que j'ai perdu au poker, je suis quasiment certain que je l'ai regagné dans ma vie et dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que moi, j'ai une boîte qui fait 4 millions par an de chiffre d'affaires. Et en fait, le V que j'ai gagné en apprenant sur les erreurs que j'ai pu faire dans le jeu, j'ai vraiment l'impression que ça a été une formation pour ma vie d'entrepreneur aujourd'hui, ou que ce soit parfois sur je sais pas, des value bets type où je me dis, OK, au lieu de faire ce prix-là pour ce client, qu'est-ce que dans sa tête il est prêt à payer? Comme quand tu vas essayer de bet sur, genre, je sais pas, tu as une très bonne main et tu te dis, OK, combien il est prêt à payer, je sais pas, avec sa dame, genre qu'il a pu avoir touché. Et du coup, tu vas sizer en fonction de ça. Je donne ça avec mon maigre niveau, hein. Genre parfois maintenant dans l'entrepreneuriat, je me disais, OK, ce client-là, est-ce que c'est pas possible de le faire payer peut-être un peu plus cher et du coup de sortir de ce que moi j'avais toujours appris de mes notions de prix, idem en termes de profiling, en termes de gestion du risque, même en termes de calcul de V, où parfois maintenant je prends des décisions en me disant, OK, peut-être que cette décision, elle va avoir de levée en euros, mais elle va aussi avoir de levée, je sais pas, en réputation pour l'entreprise, etc., etc. Je sais pas si ça a coupé, ouais, vous êtes encore là. Non, non, Et, non, non. et en fait, je suis certain qu'aujourd'hui, l'argent que j'ai perdu au poker m'a été remboursé, entre guillemets, par la vie parce que j'ai appris des concepts qui me servent aujourd'hui au quotidien. Et idem pour la gestion, par exemple, de la macro dont j'ai parlé au début. Ça, c'est un joueur qui est très bon sur le point .fr en cash game. À un moment donné, je suis allé chez lui à Malte et il me disait, il s'appelle Alexis, c'est lui dont je parlais tout à l'heure. Et je lui demandais la différence entre lui et les autres joueurs qui n'arrivent pas forcément à crush la haute limite de cash game online. Et lui, pour lui, c'était 100% des cas à la macro qui lui faisait avoir une bonne gestion globale de sa vie et qui, du coup, l'a fait progresser aussi dans le jeu et aller sur des limites plus hautes. Et moi, ça m'a aussi fait un électrochoc en me disant, mais moi, en macro, je suis bon, mais je suis pas encore excellent et je peux aller chercher de lever là-bas. Et en fait, tous ces petits, toutes ces cordes en fait de l'arc que tu peux utiliser, m'ont permis à la fin de, je pense, être bien plus rentable par rapport à ma perte au poker dans la vie et ça m'a servi à ça et je pense que ça peut servir à pas mal de monde sans avoir à down autant que ce que j'ai down quand j'ai commencé. Ok. Eh ben, les amis, merci infiniment. C'était passionnant de vous avoir tous les trois. On discuterait 3 heures, mais certains d'entre vous m'ont dit 1 heure parce qu'on a du boulot, on est en train de gérer des boîtes. Les amis, Armand, on rappelle Beyond et puis sur tous les réseaux sociaux si on veut te trouver. C'est ça? Ah, tu veux que j'en parle? Ouais, c'est ça. Ouais, La ouais, boîte, c'est Beyond Media. voilà, Moi, et c'est Armand. Voilà. voilà, tous les réseaux. De toute façon, tu vas revenir. Parce que mais là, tu reviendras seul à seul. Il va falloir qu'on ait quand même une grande discussion à un moment donné sur ton profil atypique. Et tu reviendras quand on parlera de business. Baport, Nutser. Tous ceux qui veulent des infos, nutser.fr. Allez-y. Allez-y que c'est C'est bien. ça. Venez, il reste plus que pour janvier, il reste plus que 5 places au centre, hein. Ah, t'as plus que 5 places. Ok, bah c'est J'ai plus que 5 radical. places. Pedro, Citizen. Création, ouais, Citizen, citizen.com.
Les amis, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. On se voit très très vite dans le carré. Salut. Merci à vous d'avoir suivi. Ciao, ciao, Merci. ciao. Ciao!